À la fin de cette année, j'ai envie de partager quelques chiffres avec vous, en introduction de ce sujet, une voie toute trouvée pour aimer, comme peut-être on pourrait aussi dire pour être aimé, des chiffres qui sont adossés à de la gratitude. J'ai envie de vous dire merci, puisque depuis le début de ce podcast, vous avez écouté 38 806 podcasts qui ont été publiés, on appelle shows dans mes statistiques en anglais, avec une croissance cette année de plus de 23%. Donc ça veut dire que ça répond à votre attente que vous trouvez dans les podcasts, des réponses à vos questions, à vos recherches, à vos préoccupations. Et quand je regarde les statistiques de manière un peu plus pointue, on me donne évidemment la France en tête avec en seconde position. J'étais très surpris de découvrir le Sénégal. Et puis en troisième position, les États-Unis, puis enfin le Canada, la Belgique, le Maroc, la Suisse, l'Algérie, l'Espagne et la Guadeloupe. On me donne après d'autres territoires, mais voilà, je découvre et je profite de cette découverte pour saluer tous les Sénégalais qui sont des fidèles auditeurs de Couple Heureux. Je souhaite que vous en fassiez un très bon usage, mais c'est pareil pour ceux qui sont outre-Atlantique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, comme nos voisins belges, marocains, suisses, algériens, espagnols et autres. Donc vraiment, je suis vraiment ravi parce que quand j'ai mis en place ce projet, et j'imagine que vous pouvez facilement vous mettre dans ma peau, la question est de se dire, est-ce que ça va répondre à des questions ? Le gros avantage, c'est qu'accompagnant des gens semaine après semaine depuis des années maintenant, les sujets restent en phase avec les préoccupations, puis des questions qui me sont posées de ci, de là, et qui m'aident considérablement. Et je vous en suis également reconnaissant. Ce que j'ai noté, c'est que il s'avère que c'est un podcast que j'ai enregistré il y a quelques mois, presque un an quand même, qui a fait un bond en avant et qui est en tête de tous les podcasts publiés en termes du nombre d'écoutes. C'est chercher à comprendre, c'est aimer. Et aujourd'hui, je voulais utiliser une partie de ce podcast dans une voie toute trouvée pour aimer, parce qu'il me semble que vous avez compris à quel point il était essentiel d'écouter ce podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à le faire. Si vous l'avez déjà écouté, je vous propose de le réécouter, notamment dans les extraits que je vais vous mettre maintenant, pour que vous puissiez utiliser cette matière pour créer votre bonheur. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute présent chaque mois pour vous donner les clés pour être heureux à deux. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui sur la nécessité d'apprendre ou la capacité d'apprendre à comprendre. Et aujourd'hui, je vais non seulement vous expliquer la raison pour laquelle comprendre est important, mais surtout vous donner des éléments pour que vous arriviez à mieux comprendre votre conjoint quand il vous parle. Alors, bien des éléments sont valables pour votre conjoint, mais aussi pour vos enfants et votre entourage. Seulement là, on est dans couple heureux, donc dans la relation avec le conjoint, donc on va prioriser cette dimension relationnelle avec le conjoint. Alors déjà, je pense que c'est important d'entendre que comprendre veut dire prendre avec. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à prendre, donc on prend ensemble quelque chose. Et finalement, si on prend quelque chose ensemble, on est dans un partage. Ça appartient à toutes les personnes qui sont dans cette dynamique qui consiste à prendre, finalement, et en même temps, on se rapproche les uns des autres puisqu'on prend la même chose quand on comprend. Et si vous intégrez cette manière d'accueillir le verbe comprendre, vous verrez à quel point, justement, c'est un verbe qui souligne la capacité d'accueil, d'ouverture de bras pour recevoir. Donc chercher à comprendre est tout à fait cohérent avec la dynamique qui consiste à vouloir aimer. C'est une manière de dire l'importance de l'autre que de chercher à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre pour notre émission du jour, parce que c'est fondamental. Alors je voudrais justement, avant de vous donner des éléments pour mieux comprendre et chercher à comprendre, savoir ce que ça veut dire, et pas seulement entendre ce que dit votre conjoint, m'arrêter sur les 12 catégories d'obstacles à la communication. Mais avant de vous parler de ça encore, je présume que parmi vous, plusieurs se sont pris des gamelles en couple. Votre conjoint vous dit qu'il va pas bien, qu'il passe par un moment pénible, ou qu'il y a quelque chose qui le gonfle dans votre attitude, et soit vous partez au quart de tour, comme le dit quelqu'un, vous lâchez les chiens ou le dragon. J'ai beaucoup aimé cette expression d'une personne que j'accompagne et qui s'exprime comme ça.
soit vous essayez de comprendre en disant mais alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu trouves que l'autre couple va pas bien, mais depuis quand et vous vous rendez compte, ou plutôt vous ne vous rendez pas compte que votre attitude n'est pas favorable à une communication qui permette à votre couple de continuer à s'épanouir. Donc votre conjoint va se fermer ou va s'irriter et finalement vous aurez perdu quelque part l'enrichissement possible d'une démarche initiale fondée sur une bonne intention qui peut être de chercher à comprendre. Seulement chercher à comprendre, ça prend. C'est pas forcément inné. Donc si vous n'avez pas cette capacité, soit parce que vous l'avez apprise, soit parce que vous l'avez acquise de votre propre milieu familial, vous savez d'emblée que chercher à comprendre peut être une superbe intention, mais comme je le dis de temps en temps, l'intention ne fait pas l'action. Ça veut dire que vous allez vous retrouver à prendre des gamelles ou à prendre des coups de rouleau à pâtisserie ou de pelle, non pas parce que votre intention n'était pas bonne, mais parce que l'action était en inadéquation avec ce qu'attendait votre conjoint. Donc pour vous aider, soyez attentifs à ce que je vais partager avec vous, d'abord avec les 12 obstacles à la communication. Le premier, alors je vais les dire rapidement, parce que comme il y a 12, je ne voudrais pas prendre trop de temps non plus. Le premier, il paraît sous le sens, c'est donner des ordres, des injonctions, fais comme si. Le deuxième obstacle, donc évidemment quand quelqu'un vous dit que, par exemple, je prends l'exemple, ça va pas bien au boulot en ce moment, évitez de lui dire fais comme ci, fais comme ça. J'essaierai de garder le même exemple pour chaque obstacle à la communication de manière à ce que vous compreniez. Deuxième obstacle, avertir, mettre en garde, menacer. Donc tu dis que ça va pas bien au boulot, je te préviens, si jamais tu fais ci ou tu fais ça, voilà. Ça, c'est un obstacle à la communication. Troisième obstacle, exhorter ou faire la morale. Attends, mais tu te rends bien compte que si ceci ou si cela, tu devrais pas faire ça, ou vraiment, ça, c'est un obstacle à la communication. Quatrième obstacle, c'est conseiller, fournir des suggestions ou apporter des réponses. Alors je sais que cet obstacle est difficile à intégrer quand on est dans un naturel conjugal, de dire que quand on conseille, qu'on apporte des réponses, qu'on propose des choses, eh bien c'est un obstacle à la communication. Oui, c'en est un, parce qu'en fait, on donne un conseil à quelqu'un qui en demande un. On apporte des réponses à quelqu'un qui nous pose une question. Et même encore, il est parfois tout à fait possible qu'on vous pose une question et qu'on n'attende pas de réponse. Et c'est parfois piégeux, parce qu'on se dit, mais il m'a posé une question, il m'a dit comment tu ferais ça, je lui donne et il n'est pas content. Non, parce qu'en fait, parfois poser une question est une approche qui consiste à se mettre en relation avec soi-même, pas forcément avec l'autre. Donc parfois, en vous posant la question, votre conjoint est en train de réfléchir pour lui-même, il n'attend pas de réponse. Une technique que l'on fait en accompagnement conjugal ou même personnel, quand quelqu'un nous dit Pascal, qu'est-ce que vous pensez de ci et de ça, parce que quand je dis ça à mon conjoint, il me dit ceci ou cela. Je pourrais, pour ne pas répondre à la question, parce que c'est pas forcément une attente de réponse, lui dire et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'on va faire un effet miroir et ne pas donner de réponse à quelqu'un qui ne tient pas à avoir une réponse. Si la personne tient à avoir une réponse, elle nous donnera les moyens de savoir que c'était pas une question rhétorique, ça veut dire une question qu'elle se pose à elle-même, ou une question qu'elle pose comme ça en l'air, c'est une question pour laquelle elle veut véritablement une réponse, elle attend une réponse. Donc ça, c'était le quatrième obstacle, ne pas conseiller, fournir des suggestions ou apporter de réponses. Cinquième obstacle, c'est donner des leçons. Persuader par la logique, argumenter, chercher à motiver. Mais tu sais, si tu fais ça et tout ça, ou bien c'est quand même normal que tu aies vécu ça, parce que vu que ceci et cela. Vous voyez ? Et on aime bien, en plus, dans ce genre de situation, montrer qu'on a eu raison, qu'on a une analyse juste de la situation. Et généralement, pour pas dire quasiment systématiquement, ça consiste à faire que l'interlocuteur en face se ferme. Si votre conjoint se ferme quand vous essayez de lui faire comprendre un raisonnement logique, comprenez que c'est normal. Alors, il y en a qui, parmi nous, sont dans la logique pure. Ils disent, mais c'est pas cohérent, c'est tout à fait légitime compte tenu de ci et de ça. Il y a eu telle et telle situation. Sachez que vous êtes en train d'utiliser un obstacle à la communication. Certaines femmes, notamment, souffrent de se retrouver avec un conjoint qui est en permanence en train d'argumenter. Bon, ça existe dans l'autre sens, bien entendu, mais ce que j'ai le plus entendu dans l'accompagnement, c'est le témoignage de femmes qui ont l'impression d'être face à un plaidoyer argumenté, logique, etc. Non pas que
ce soit mal en soi dans certaines situations, mais que l'homme est dans cette logique cohérence cognitive et que parfois ça va pas parce que quand on est dans les tripes, on n'a pas envie d'être dans la tête. Quand un conjoint, femme ou homme, dit qu'il y a quelque chose qui lui fait mal, il n'a pas envie d'être dans sa tête, il a envie d'être dans sa douleur, dans son soma, dans son ressenti, et pas dans un intellect analytique. 6e obstacle à la communication, c'est de juger, de critiquer, de blâmer, de désapprouver. Donc vraiment, là, je trouve que ton attitude, c'était pas cool. Ça, vraiment, c'est un obstacle à la communication, vous le saviez. Ou bien à ta place, j'aurais pas du tout fait ça comme ça. Ou bien c'est quand même normal que ceci et cela t'arrivent parce que... 7e obstacle à la communication, attention, préparez-vous, parce que c'est pas forcément évident à entendre, c'est complimenter, approuver, féliciter. Waouh, c'est génial ce que tu as fait. Oh là, je te dis chapeau, vraiment, là, t'as fait preuve de courage, ou oh, c'est chouette, vraiment, t'as fait du beau boulot. Ces 3 éléments, ces 3 exemples-là sont des obstacles à la communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils induisent de manière inconsciente que si ça n'avait pas été génial, super, etc., on aurait été dans le 6e obstacle à la communication, qui est de juger, de critiquer. Donc c'est comme le verso du 6e obstacle. Donc heureusement que j'ai fait ça, parce qu'en fait, du coup, on va semer dans la tête de la personne qui est en face, votre conjoint en l'occurrence, l'impression que vous êtes en jugement, parce que complimenter, approuver, féliciter, c'est du jugement. C'est beau, c'est bien, c'est bon, c'est chouette, c'est super, c'est du jugement. 8e obstacle à la communication, lui, paraît beaucoup plus évident, c'est d'humilier, de ridiculiser ou d'étiqueter. Mais de toute façon, t'es comme ça. Ou de toute façon, tu fais comme ton père ou comme ta mère. Ta sœur fait pareil. Là, on est dans l'étiquetage. Ridiculiser. Attends, mais d'où tu pensais que, en faisant ceci ou cela, ça passerait et que ça aurait un résultat différent de ce que tu as vécu ? C'est normal. On est dans la ridiculisation qui, en plus, se mixe avec le jugement et humiliation en même temps, avec le même exemple que j'ai employé là, correspond pour l'exemple. Et t'es fier de ce que t'as fait là. Tu trouves que c'était bien. Vous voyez, là on est en plus dans la moralisation, donc je fais un petit cocktail entre plusieurs obstacles de la communication. En disant ça, je me rends compte que j'aimerais que vous preniez la mesure que c'est grave. On n'est qu'au 8e obstacle. Mais que ce genre d'attitude est grave dans une relation conjugale, parce qu'en fait, elle tente à laisser comprendre au conjoint qu'il est un gamin, qu'il est incapable, qu'il est trop petit. Et on est en train de frôler avec la manipulation mentale et avec même le pervers narcissisme où on va faire souffrir l'autre parce qu'on se fait du bien. En réalité, regardez-moi dans les yeux, même si vous ne faites que m'entendre dire à quelqu'un, parce que tu crois que c'était brillant ce que tu as fait, vraiment. Quel est l'intérêt en fait ? Si ce n'est de se dire que moi, je n'aurais jamais fait comme toi. Vous voyez ? Il n'y a aucun bénéfice pour la personne qui est en face d'entendre ça. Vous êtes en mesure de comprendre qu'en fait, vous n'en avez rien à faire de votre conjoint et que vous êtes en train de tirer la couverture à vous pour dire « Moi, j'ai beaucoup plus d'intelligence, de sagesse et de maîtrise qui fait que jamais je n'aurais commis la même erreur que toi. » Vous comprenez à quel point c'est grave. Parce que humilier quelqu'un, c'est pour moi systématiquement grave, inacceptable. Je dis pour moi, vous avez entendu que j'ai dit pour moi. Pour vous, je vous laisse gérer vos propres valeurs. Mais à partir du moment où on est en train d'humilier, de ridiculiser, et l'ironie fait partie de cette approche-là, d'ailleurs je crois que j'évoquerai tout à l'heure, montre de la gravité de notre aptitude à regarder quelqu'un avec une condescendance et presque à l'écraser de la pointe du pied comme on le ferait avec un mégot. 9e obstacle à la communication, c'est d'interpréter, de diagnostiquer ou d'analyser. Je dirais de manière un peu imagée, c'est de faire de la psychologie de comptoir, parfois. Donc, on est vraiment dans une situation dans laquelle ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, votre conjoint vous dit, ça s'est pas bien passé aujourd'hui, au boulot, j'en ai eu marre. Ouais, mais en fait, si je vais dans l'interprétation, donc ça se passe pas bien au boulot parce que en fait tu fais comme ci ou comme ça et que peut-être que tu dis ça mais c'est parce que t'es fatigué, quand t'es en pleine forme tu aimes ton boulot. Non. Pourquoi interpréter comme ça ? On verra tout à l'heure comment chercher à comprendre, donc comment utiliser plutôt un outil qui sera fécond,
Mais là, vraiment, on est dans l'interprétation diagnostique qui n'est pas du tout féconde et qui fait que, en plus, la personne a le sentiment d'être jugée. Vous entendez que finalement, dans cette démarche, on est au neuvième obstacle. Pour l'instant, on est dans une approche qui peut contenir en quasi permanence une forme de jugement. Donc dès que vous avez le sentiment que ça ressemble à du jugement, vous pouvez savoir que vous êtes dans le grand chapitre des obstacles à la communication. 10e obstacle, eh bien, c'est de consoler, d'épauler, de faire en sorte que la personne se sente mieux et qu'elle dépasse son émotion. Par exemple, non mais écoute, oui, j'entends que c'était difficile pour toi aujourd'hui, mais ça va aller, rassure-toi, on fera face, ou bien tu peux compter sur moi, je suis là, ça va aller, tiens bon, t'es pas toute seule. On n'est même pas passé dans la généralisation, qui est aussi un obstacle, hein, mais c'est une bonne intention encore de rassurer, comme pour complémenter, qui était le 7e obstacle. Seulement, quand vous cherchez à rassurer, à consoler, à épauler, vous niez la force de l'émotion de la personne. Vous niez l'impact de ce qu'elle est en train de partager. C'est la raison pour laquelle c'est un obstacle à la communication. Donc, on va éviter d'entrer dans cette tentative de rassurer, qui est finalement très fréquente et qui l'est également beaucoup, je trouve, dans un rôle parental, où notre fils, notre fille nous dit « Oh là là, j'ai la boule au ventre, j'ai peur pour mon examen demain, tout ça », et on lui dit « Ben non, écoute, ça va aller, t'as bien bossé, bon, alors ça va le faire, tu peux respirer et prends le cool. » Ben oui, papa, en fait, tu t'en fous complètement de ce que je ressens, quoi. J'aurais aimé avoir une oreille qui soit en mesure de me comprendre, de m'entendre dans mon ressenti, parce que ça m'est difficile de vivre la situation. 11e obstacle à la communication, c'est d'enquêter, de questionner, de trouver des motifs, des explications, de chercher à résoudre le problème. Donc c'est quand même un écho à un élément qu'on avait vu plus haut, donner des conseils. Mais voilà, on cherche à résoudre le problème. Alors on peut être à l'écoute de son conjoint en disant « Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il s'est passé ci et ça, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, toi, en fait ? Bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu as essayé ça ou ça ? Non, j'ai pas essayé ça, mais j'avais pas... Bah écoute, peut-être que tu peux l'essayer, parce que du coup, ça pourrait faire que le problème soit résolu. Et voilà, on est dans une démarche qui a pour objet de soutenir, de consoler, d'épauler. Mais en fait, on est dans un obstacle à la communication. En cherchant à trouver des explications, des motifs. Je peux prendre l'exemple sur les explications. Oui, mais si t'es comme ça, c'est aussi parce que c'est ton tempérament. Donc, tu peux être bienveillante avec toi, parce que vraiment, t'es meilleure cuisinière que tu ne le penses. Et c'est pas parce que ta mère dit ceci et cela que... Voilà, vous voyez, on est dans une démarche qui consiste à, finalement, essayer d'analyser, d'expliquer. On est dans le 11e obstacle à la communication. Et puis le 12e, c'est se mettre en retrait, faire de l'humour, faire diversion, pour éloigner la personne du problème et finalement, c'est moi qui rajoute, noyer le poisson. Bon allez, je sais qui t'a lâché, qui t'a largué, qui t'a quitté, tout ça, mais allez, on sort, on va boire un verre, on va faire autre chose, ça va changer les idées. Ben non. Finalement, c'est une manière de dire à son conjoint que c'est pas important, quoi, ce qu'il a vécu. Son meilleur ami l'a quitté, enfin a décidé de ne plus être ami avec elle ou avec lui, et parce que on veut lui faire du bien, on a envie de lui changer les idées. Finalement, ouais, vraiment, c'est une manière de nier son problème. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin sur ces obstacles, mais vous avez vu, vous avez les 12 obstacles à la communication qui sont là, présents, et qui peuvent véritablement vous aider à éviter de faire de ces boulettes. Alors je sais que votre intention de départ, elle est dans la plupart des cas, bien fondé, ça veut dire que vous voulez faire bien, vous voulez soutenir l'autre, vous voulez l'aider, vous voulez lui montrer que vous l'aimez, que vous êtes là avec lui. Alors si vous voulez faire ça, évitez les 12 obstacles que je viens de vous présenter et utilisez l'approche que je vais vous présenter maintenant pour chercher à comprendre de manière à faire en sorte que l'autre se sente aimé. Alors on n'est pas en mesure de piloter la capacité émotionnelle de l'autre et dire que si je fais ça, il va se sentir aimé. On est dans une approche rationnelle sur couple heureux, donc on va pas télécommander l'émotion altruiste, mais
on sait qu'en étant dans cette dynamique que je vais vous présenter maintenant, vous avez de plus grandes chances de faire que l'autre se sente aimé parce qu'il va se sentir exister. Alors comment faire pour chercher à comprendre en faisant en sorte que l'autre se sente aimé? Le maître mot va tourner autour de la question. Parce que la question est un signe d'intérêt. C'est un moyen de tisser un lien avec une personne. Donc, plutôt que d'envisager de donner des réponses, de donner des conseils, de venir chercher à consoler, à rassurer ou à dire non, ça va aller, t'en fais pas, on va y arriver, on va plutôt utiliser la question pour créer du lien. Parce que vous avez remarqué que les 12 obstacles à la communication ne créent pas du lien. Ils créent une distanciation du lien, une laxité du lien. Donc là, on va travailler avec une mission numéro 1 qui consiste à tisser du lien pour l'intérêt de je vous laisse deviner, de l'autre. Bah oui. Mon conjoint passe par un moment difficile, c'est son intérêt qui prime. C'est un principe qui peut trouver son fondement dans une approche presque thérapeutique, je dirais. Si quelqu'un est malade et a un accident et que vous l'amenez aux urgences à l'hôpital, même si c'est vous qui l'avez amené et que vous êtes le héros, on va centrer son attention sur la personne qui a souffert, qui a l'accident. Parce que c'est important de se focaliser sur la personne qui souffre, pas sur la personne qui va bien, entre guillemets. Donc, si vous allez mal, votre conjoint va focaliser son attention sur vous, et dans l'autre sens, ça sera également valable. Par contre, on va me dire, mais Pascal, mais si on est tous les deux pas bien du tout, si vous êtes tous les deux pas bien, vous aurez à vous amuser, à centrer votre attention sur l'autre quand même, et en même temps à trouver un équilibre pour la centrer sur vous, dans les moments où l'autre sera en mesure de se centrer sur vous. Alors, on est dans une situation qui n'est pas évidente, et pour laquelle je dirais qu'il est préférable peut-être que l'un des deux décide de se mettre en veilleuse pour le bénéfice de l'autre, parce qu'en fait, ça sera un moyen de faire en sorte qu'un moment viendra où l'autre pourra entendre. N'existe pas d'échelle de la douleur et de la difficulté qui permettrait de dire oui, mais mon problème est plus grave que le sien, donc c'est important qu'elle ou il focalise d'abord sur mon problème et puis après je prendrai le temps de l'écouter lui ou elle. Non, ça n'existe pas. Ça veut dire que il y a un moment où l'un ou l'autre va décider de dire allez, je mets la priorité sur l'autre et quand l'autre ira mieux, on verra mon problème ou ma situation difficile. Donc d'abord la question égale lien. Pour visualiser, quand vous posez une question, vous envoyez un lien. Et à chaque question que vous allez poser, vous allez renvoyer un lien. Ce qui fait qu'à force, vous allez renforcer ce lien. Parce que c'est une nouvelle corde qui s'envoie. C'est pas un seul fil qui va servir à faire véhiculer chacune des questions. À chaque question, vous envoyez un lien. À chaque réponse, retour à la question, la personne qui vous répond ou vous pose une question renvoie un lien. Ça veut dire qu'on va finir par devenir liés l'un à l'autre par j'allais dire presque un câble au bout d'un moment. C'est une corde tellement balèze qu'elle tient et qu'elle vous pourra justement tenir en situation difficile. Toujours sur la question, le mieux est de poser des questions ouvertes. Ça veut dire qu'on va éviter les questions fermées. Question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Alors, ta journée s'est bien passée ? Oui. Question fermée. Ça va bien ? Non. Question fermée. Une question fermée ne permet pas de tisser du lien. Elle permet de résoudre rapidement une situation et je préfère que l'on utilise des questions fermées pour du blabla quotidien, quoi. Il reste du lait ou tu veux manger maintenant, tu as faim ou tu préfères manger plus tard ? Plus tard, maintenant, voilà. Question, elle est presque fermée celle-là. Mais vous comprenez que on est sur quelque chose d'efficace. La question fermée n'est pas aidante pour le lien parce qu'elle a pour objet d'être efficace. Or, dans une relation, on n'en a rien à faire de l'efficacité. Ce qui compte, c'est le lien. Ce qu'on veut, c'est avancer ensemble. Imaginez que vous allez vous balader tous les deux en couple. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination ou de vous balader, de prendre le temps sur le chemin pour être l'un avec l'autre. Si vous voulez aller à la destination, au lieu de le faire en marchant, prenez un hélico, vous irez plus vite, ou une moto. Par contre, si c'est le temps du chemin à passer, à vivre ensemble, eh bien, vous avez compris que on s'en moque du temps à passer. Et finalement, ça, c'est la question ouverte.
Parce que dans le chemin, on va pouvoir s'ouvrir à l'autre. Donc c'est une invitation à s'ouvrir que de poser des questions ouvertes. Mais c'est aussi une invitation à soi-même à s'ouvrir à l'autre que de poser des questions ouvertes. Donc au lieu de dire alors ta journée ça a été, on va plus te poser la question comment s'est passée ta journée? Comment as-tu vécu ta journée? Qu'est-ce qui t'a satisfait dans ta journée? Et il existe un moyen assez simple de s'assurer que les questions sont ouvertes. Et je vais en donner que 3, on va dire. C'est de commencer sa question par comment, ou pourquoi, ou encore qu'est-ce que. Comment as-tu vécu? Pourquoi le ressens-tu comme ça? Qu'est-ce que tu aurais aimé vivre? Donc on est sur 3 débuts d'interrogation qui vont ouvrir à la question ouverte. S'il le faut, notez-le sur un petit papier pour vous en souvenir et vous dire « Je sais que ce soir, quand mon conjoint va rentrer, je poserai mes questions en commençant par comment, qu'est-ce que, pourquoi ?» Et pas « est-ce que ?» parce que « est-ce que » ouvre à une question fermée. Donc, vous avez déjà avec ces 2 étapes, la question qui est un lien qui manifeste un intérêt et la question ouverte qui commence par pourquoi, comment et qu'est-ce que, déjà, de bons éléments pour faire en sorte que votre conjoint comprenne que vous cherchez à le comprendre pour l'aimer. Mais toujours dans la question, c'est encore aidant de comprendre qu'il est préférable d'employer des questions qui soient décentrées, donc où on n'est pas impliqué. Et je prends l'exemple du journalisme pour ça, parce que quand un journaliste va interroger un détenu ou un flic qui a été dans une action particulière ou un politique, le journaliste, sauf s'il est du bord politique et qu'il chérit le candidat ou le flic ou le détenu, mais il n'est pas concerné. Ça veut dire qu'il va être en mesure de poser des questions qui vont avoir pour objet de centrer son intérêt sur ce que vit la personne, sans se dire qu'il est en quoi que ce soit visé par les réponses émises par la personne. Donc on va être dans une approche journalistique, je dirais, empathique. Ça veut dire qu'on va s'emparer, on va rentrer dans le camp de l'autre, dans l'univers de l'autre, pour être avec lui et chercher à regarder le monde sous son angle, avec son regard. Ça, c'est une approche journalistique empathique. À l'inverse d'une approche sympathique. Alors, puisqu'on y est, allons dans l'étymologie. Vous avez entendu que empathique, il y a pathique, étant un préfixe, pathique qui vient de pathos en grec, qui veut dire le ressenti, l'émotion. Dans l'empathie, on va se placer dans le camp de l'autre, être sous son angle de vue sans ressentir son émotion. Alors que dans la sympathie, on va souffrir, donc du pathos, de l'autre. On est avec, c'est sun, c'est avec en grec. Donc il n'est pas question de souffrir avec votre conjoint, mais de vous placer dans le camp de votre conjoint pour voir les choses comme il les voit. Pas de les ressentir, pas de souffrir avec lui, mais de les regarder comme il le voit. Alors, on pourrait me dire, oui, mais si je pleure avec mon conjoint, ça peut lui faire du bien. C'est vrai. Seulement, vous savez que c'est la souffrance de votre conjoint, c'est pas la vôtre. Vous partagez la vie de votre conjoint et il est tout à fait légitime, dans une relation conjugale, qu'il puisse y avoir un transfert comme ça où on est ému par la joie de son conjoint pour quelque chose de douloureux ou bien on est heureux de la joie de son conjoint, mais restons conscients que c'est la joie de son conjoint et que l'on partage. D'accord ? Mais bon, après, on n'est pas dans l'accompagnement thérapeutique, donc on n'a pas besoin de faire forcément la nuance entre empathique et sympathique. C'est important que vous le sachiez juste pour vous décentrer et savoir que c'est pas vous. Ce qui fait que votre conjoint, s'il vous dit je ne me retrouve pas dans le couple, je vis mal notre relation conjugale, si vous êtes automatiquement glissant vers la sympathie, vous allez en souffrir avec votre conjoint et vous aurez de la difficulté à l'entendre. C'est là l'inconvénient. Par contre, si vous êtes dans l'empathie journalistique avec votre conjoint, vous pourrez l'entendre vous dire qu'il ne se trouve pas bien dans le couple avec vous et que votre manière de vivre la conjugalité lui pèse, tout en étant en mesure, parce que vous êtes dans l'empathie, de chercher à comprendre sans souffrir de la souffrance de votre conjoint.
j'entends que c'est pas évident. Je vous recommande d'aller lire le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, dont un des accords est n'en faites pas une affaire personnelle. Et c'est très intéressant également d'arriver à vivre cet accord dans la conjugalité parce qu'elle nous permet d'être en mesure, dirais-je, d'être mieux armé pour être à l'écoute de ce que vit notre conjoint, de ce que vivent nos enfants quand on ne se sent pas concerné. Ce que tu vis, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Donc, je suis en mesure d'entendre que tu ne te retrouves pas dans notre couple et que notre situation conjugale te pèse. C'est ta souffrance. Je l'entends comme étant ta souffrance. Je n'en fais pas forcément une affaire personnelle en me disant oui, mais de toute façon, ça veut dire que tu me rejettes. Parce qu'évidemment, c'est sans doute en résonance avec ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que tu vas me quitter ? Est-ce que ça veut dire que j'ai des défauts ? Est-ce que ça veut dire que je suis pas capable ? Est-ce que ça veut dire que je suis pas à la hauteur ? Est-ce que ça veut dire que tu trouves que je suis pas aimable ? Si je suis dans cette approche de raisonnement, de pensée, de croyance, j'aurais une grande difficulté à être dans l'empathie. J'aurais plutôt envie d'être dans la sympathie et peut-être même parfois de lui rentrer dedans. Non mais t'exagères, pourquoi tu dis ça quand même avec tout ce que je fais ? Par contre, dans une approche journalistique empathique, je pourrais aller me mettre à côté de mon conjoint pour aller regarder sous son angle, avec ses yeux ou ses lunettes, ce qu'il ou elle est en train d'expliquer, de manière à profiter de cette occasion pour grandir en couple, en fait, ensemble. Alors, j'ai dit quelques exemples, j'ai donné quelques exemples depuis le début de cette émission. Je pense à un autre exemple, peut-être ça se passe mal au travail, je n'aime plus ce que je fais, j'ai l'impression de devoir faire du présentéisme. Alors, justement, en évitant de tomber dans les obstacles à la communication, comment pourrait-on accueillir un conjoint qui nous dit ça ? Ça se passe mal au boulot, j'aime pas ce que je fais, j'ai l'impression de devoir faire preuve de présentéisme. Je suis là, comme si je ne sers à rien. Je vous propose de prendre cet exemple comme un exercice que je vais illustrer pour vous permettre de comprendre un peu et de voir comment pourrait se dérouler un temps d'écoute dans lequel je vais chercher à comprendre. Donc on a bien compris ce que dit le conjoint. Je pourrais lui dire « Tu n'aimes plus ton boulot ?» Et mon conjoint de dire « C'est pas que j'aime plus mon boulot, mais je me sens pas à ma place. » Comment tu la verrais ta place au boulot ? Vous avez vu que je suis sur une question ouverte, encore une fois. Je ferme la parenthèse. En fait, avant, je me trouvais bien parce que je faisais ceci, je faisais cela, on faisait appel à moi pour ci et pour ça. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis là pour rien, quoi. En fait, tu te sens inutile. C'est ça. Ouais, je suis payé, c'est vrai, je suis bien payé. Mais je viens pas là pour être payé et avoir l'impression de perdre mon temps au travail. Qu'est-ce qui fait que tu aurais davantage de plaisir à être au travail ? Je suis encore dans une question ouverte. Question ouverte, journalistique, empathique. On peut prendre un autre exemple, celui que j'ai pris tout à l'heure d'ailleurs. Je ne me retrouve plus dans mon couple, ce qu'on vit me pèse. Qu'est-ce qui fait que notre vie conjugale te pèse ? Je sais pas, moi je trouve qu'on faisait des choses avant qu'on fait plus maintenant et c'est vrai que ça me manque, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de l'identité de qui on était. Et qu'est-ce que tu aimais dans l'identité de qui on était dans notre couple ? Je m'arrête là sur ce deuxième exemple, en vous demandant d'utiliser les outils que je vous ai présentés ici dans cette émission pour apprendre à mieux comprendre votre conjoint. C'est vraiment une application à une écoute, je dirais une écoute plus pour l'autre. C'est pas une écoute plus pour moi, pour que moi je puisse comprendre. C'est que je puisse comprendre pour que mon conjoint se sente aimé. Et justement, dans des pièges, je pourrais se dire « Ah, j'ai compris maintenant, en fait », et puis je rentre dans une analyse. Vous avez vu que c'est un des obstacles à la communication. Alors que si c'est pour comprendre, pour que l'autre se sente compris, on est dans une autre dynamique. Donc, on est dans une écoute plus pour l'autre, pour que l'autre soit, que l'autre ait le sentiment d'exister, qu'il sente, qu'il sache, qu'il perçoive, qu'il a une place toute particulière parce que vous avez pris le temps de l'interroger dans une écoute empathique. Un facteur que je n'ai pas évoqué depuis le début de cette émission, c'est que
Ça demande de prendre du temps. On peut pas être dans une écoute empathique comme ça, sur le pas de la porte, en disant bon, je vais au boulot, ouais, mais je trouve que c'est pas super ce qu'on vit dans notre couple, j'aimerais bien que on vive autre chose parce que ça commence à me peser. Ah bon? Et on rentre dans une écoute empathique à ce moment-là? Non, c'est pas possible. D'accord? On va être dans une nécessité chronos dans laquelle on aura besoin du temps pour pouvoir poser les choses tranquillement. Et quand je dis du temps, c'est aussi un temps verrouillé. Ça veut dire qu'on sera tranquille tous les deux. Il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas de voisins, personne ne peut frapper à la porte, etc. Donc c'est aussi un élément dans lequel il est possible de vivre une qualité relationnelle. C'est aussi possible d'ailleurs de le faire au volant. Hein. Vous allez partir en vacances là. Ça peut être une opportunité, pendant que les enfants dorment, s'ils dorment, ou même si vous êtes que deux dans la voiture, dans le train ou dans l'avion, de prendre le temps comme ça, de parler tranquillement de choses qui sont existentielles, dans lesquelles vous allez chercher à comprendre pour dire votre amour. Pour ma part, l'écoute qui cherche à comprendre permet à l'autre de se déplacer de là où il se trouve pour aller là où il sera mieux, en toute liberté, en toute autonomie et sans guidage. Ça veut dire que c'est pas vous qui l'aurez dit « Oh, peut-être que ce serait bien que tu fasses ci, ou que tu fasses ça, ou que tu fasses pas ci ou pas ça ». C'est lui qui, grâce au fait que vous l'avez écouté, se déplacera. C'est un phénomène naturel, en fait. Plus je me sens compris, plus je me déplace en moi-même. Ça veut dire que, finalement, on offre un cadeau considérable à la personne qui a besoin d'être entendue et de se sentir comprise. Faites ce cadeau. En même temps, si vous êtes conjoint, vous faites ce cadeau à vous, par voie de conséquence inévitable. Mais faites-le à votre conjoint parce que vous savez que ce sera pour lui une super opportunité pour continuer à grandir en lui-même, surtout si vous n'en faites pas une affaire personnelle comme on l'a évoqué, même si ça touche à votre conjugalité, comme l'exemple que j'ai donné, je me sens pas bien dans notre couple, parce que ça permettra au conjoint de se déplacer, d'avancer, d'évoluer, de grandir, de s'interroger, de vous interroger, et parfois même de se retrouver dans autre chose que ce pourquoi il se sentait mal initialement, parce qu'il peut se rendre compte que finalement ça n'a rien à voir avec votre couple, mais ça a à voir avec lui-même, puis avec... Voilà. Donc vraiment, faites ce cadeau, et vous verrez que ce sera un moyen pour vous d'être plus heureux en couple, et de manifester davantage d'amour, ou de faciliter l'accueil de votre amour par votre conjoint ou votre conjointe. Il s'agira donc bien d'une voie toute trouvée pour aimer. Vous avez compris que l'amour s'apprend, que ça passe par des exercices, une capacité à aller changer son ordinaire, ce qui nous paraît naturel, pour intégrer de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-être. Alors pratiquez-les et puis partagez-les. Peut-être l'occasion à la fin de cette année de vous retrouver ensemble en couple pour réécouter ce podcast ensemble si vous l'avez écouté de votre côté et en discuter ensemble dans votre décision d'apprendre à être attentif autrement et à montrer votre amour par des voies qui seront pleinement accueillies et acceptées par l'autre. J'attends également vos 5 étoiles et vos commentaires sur les réseaux sociaux.